Alors, on va vous parler crypto-actifs. Pourquoi On a déjà eu l'occasion de commenter. C'était ensemble d'ailleurs, Laurent. Bonjour, Laurent. Avec pas mal d'intervenants Oui, mais sur aussi on avait en parlé ensemble. Et là, on est en train de découvrir les effets secondaires, les effets en cascade les que effets ce dominos, mouvement ouais. exactement provoque sur pas mal d'acteurs de l'univers des cryptos. Et ça a évidemment des conséquences in fine sur les particuliers qui ont essayé. Il y a cette chute des cryptos. On parle du Bitcoin tout souvent et en même temps on a raison, c'est le Emblématique. crypto, Ouais. la crypto Ouais. emblématique. Historique. On est effectivement, je l'ai dit, moins 70%, enfin 70% de baisse par rapport au point haut, 30% en une Ouais. semaine, on est juste au-dessus des 20 000 $. Ouais, 21 000, un petit peu plus de 21 000 $. C'est allé très vite, vous l'avez dit, David, un petit peu au-dessus des 21 000 $. C'est 70% par rapport au plus haut de novembre 2021. En début de semaine, le marché des crypto-monnaies dans son ensemble, qui valait plus de 3 000 milliards de dollars à son sommet il y a 7 mois, 3 000 milliards de dollars, eh ben, il est passé en dessous du seuil des 1000. Il est remonté un petit peu. Si je m'intéresse juste au Bitcoin, justement, en novembre 2021, l'ensemble des Bitcoins disponibles, il valait 1320 milliards de dollars et aujourd'hui, on est plutôt autour de 400-420 milliards de dollars. Voilà, donc il y a de la capitalisation qui s'est évaporée. C'est du coup un petit peu la même chose aussi pour la fortune des principaux crypto-milliardaires qui a, elle aussi, je crois que les 7 principaux crypto-milliardaires ont vu leur fortune diminuer de plus de 110, je crois que c'est 115 milliards de dollars. Voilà, et la mer c'est des gros chiffres quand même. Oui, c'est clair. Mais attends, il y a la baisse des cours, puis c'est un peu la mer qui se retire, et là on voit plein de choses pour le coup. On voit ceux qui ont gardé leur maillot de bain ou pas. Comme disait Warren Buffett, non, mais c'est vrai qu'il y a des mauvaises nouvelles qui s'enchaînent pour le coup pour le secteur, à la fois sur des cryptos et même pour des acteurs eux-mêmes qui sont en difficulté. Oui, et ce qu'on voit, c'est que, David, tout cet univers des crypto-monnaies, il repose quand même sur des mécanismes qui sont souvent complexes, des opérations assez élaborées, où il y a quand même souvent un assez grand niveau de risque. On utilise du levier, on prête, on emprunte, tout ça marche très bien quand la confiance est au rendez-vous, et puis quand on reprend la formule que vous employez, quand la mer se retire, et que le risque des marchés arrive jusqu'à vous, c'est là où tout ce beau système commence à se gripper. On parle effectivement de l'hiver des cryptos, c'est un terme qui revient souvent. Alors on a eu l'exemple le plus emblématique, c'est le crash complet de Terra. Terra qui était un stablecoin. Stablecoin, qu'est-ce que c'est ? C'est un actif crypto qui est en principe arrimé, il était en principe arrimé au dollar. On parle d'un peg, ça parlera pour même aux économistes éviter justement l'hypervolatilité. Exactement. Du Bitcoin. Sauf que le Terra, à un moment, n'a plus respecté son peg, s'est effondré, pour des conséquences d'ailleurs même qui restent assez troubles. On ne comprend pas comment il a pu, comme ça, du jour au lendemain, passer de, je sais plus, enfin, justement de cette valeur arrimée à rien, à quasiment rien. Donc ça a été le premier, comment dire, coup de semonce, enfin coup d'éclat, si je puis dire, coup de tabac sur le secteur. On a eu plus récemment Celsius. Celsius, c'est une plateforme d'emprunt, de prêt, d'épargne sur les crypto-monnaies qui annonçait lundi qu'est-ce qu'elle a annoncé, David ? Qu'elle ne permettait plus à ses clients de retirer ou de transférer leurs fonds en crypto-monnaie. Super. Donc ça, c'est super nouvelle. Qu'est-ce qui se passe derrière ça ? Visiblement, Celsius est bloqué sur certaines positions. Je vais essayer de pas trop être compliqué parce que le sujet est un peu compliqué, mais ils ont notamment des positions sur l'Ether, sur l'Ethereum. Or, l'Ethereum est en train de vivre une révolution. C'est un peu technique, mais ça vous montrera bien aussi à quel niveau de complexité on est. Ils sont en train de passer du proof of work, c'est-à-dire ce qu'on connaît comme système de validation de la blockchain, où ce sont des équations, le minage pour faire simple, ce sont des ordinateurs qui calculent des équations très compliquées qui valident votre blockchain, au proof of stake, c'est-à-dire que c'est la preuve d'enjeu. Et ça veut dire que potentiellement, les utilisateurs de la blockchain, qui sont à la base de la validation de l'Ether, vous me suivez toujours, peuvent être des validateurs s'ils ont un certain nombre d'Ether qu'ils vont mettre sous séquestre. On parle de staking. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été annoncé depuis longtemps par Ethereum, c'est depuis des années, et puis c'est en train d'avoir lieu, mais c'est en train d'être repoussé. Et puis entre-temps, on avait lancé Lido, une plateforme, avait lancé là aussi un Ether stacké sur Stake Ether, stacké sur là, l'Ether. Vous m'avez perdu. Mais oui, qui est en train de se désaligner et qu'on ne pourra échanger qu'au moment où cette bascule aura eu lieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des actifs illiquides un petit peu, ça veut dire que ça se grippe et ça veut dire qu'en période de tension, on se retrouve avec potentiellement de l'illiquidité sur un marché. Et donc,
de la panique de la part des investisseurs qui vont tenter de récupérer leur billes. Et qui ne pourront pas. D'où ce blocage de Celsius, à dire, oula, attention, avant qu'on en arrive là, il va falloir bloquer le jeu. Voilà ce que ça donne. C'est tristement ironique parce que quand vous regardez le site de Celsius, vous irez voir, il y a en bas du site, il y a un bandeau, c'est don't try, don't trust, verify, don't trust, call, don't trust, ask. Ne nous faites pas confiance, vérifiez, ne nous faites pas confiance, appelez-nous. Ben voilà, on voit bien que là, on est un petit peu aux limites de l'exercice. Est-ce que les sociétés de minage aussi sont dans la bourrasque ? Bah oui, forcément, elles sont dans la bourrasque, à plus d'un titre d'ailleurs, parce que le prix de l'énergie, vous en parliez avant, l'inflation est en train de s'envoler, donc miner du Bitcoin, miner des cryptos qui reposent toujours sur ce concept du proof of work, donc du minage traditionnel, ça coûte énormément, d'autant plus que notamment aux États-Unis, certains États commencent à faire la guerre à ces sociétés parce que justement pour la gabegie environnementale qu'elles représentent, la gabegie énergétique. Donc des sociétés comme Marathon Digital, pour une des plus connues, le cours a été divisé par 12, Riot Blockchain, c'est des baisses de 79-80% depuis le début de l'année. Voilà, et autre conséquence, puisqu'on fait le tour de tous les acteurs du secteur qui sont impactés, c'est que certaines plateformes où on peut trader, c'est ça, des cryptos actifs, dégagent leurs salariés. Et voilà. Et puis là, ça va très vite. Alors, on voit aussi, et c'est intéressant, on voit comment, quand tout va bien, là aussi, on embauche à tour de bras, on se présente comme l'économie dynamique. Oui. Et puis là, ça peut aller très très vite. C'était la semaine dernière, notamment Coinbase, dont on a beaucoup parlé dans Ecorama, on apprenait que les embauches étaient gelées. Et puis là, Brian Armstrong nous a dit, c'était aussi début de semaine, tout ça s'enchaîne assez vite, 18% des effectifs qui allaient partir. Ça fait 1100 personnes à peu près. Il y a d'autres plateformes peut-être moins emblématiques, mais qui sont dans la même tendance. On pourrait parler de Gemini, 10% de son personnel, Crypto.com qui vire 5% de ses employés. Et ça fait rire jaune parce que, notamment, Crypto.com, ils se sont distingués par des budgets, alors je ne sais pas s'ils sont pharaoniques, mais quand même assez importants, des pubs pour le Super Bowl, du sponsoring sportif, etc. C'est d'ailleurs ce que vous avez remarqué assez perfidement, et justement, Changpeng Zhao, lui c'est le boss de Binance. Binance, c'est l'une de ces grosses plateformes de crypto, qui reste l'une des seules qui semble présenter jusqu'à présent le profil le plus solide et qui en plus continue à embaucher encore aujourd'hui. Bon, on voit que ça secoue pas mal pour beaucoup d'acteurs. Oui. Peut-être qu'on certains les plaindront moins, jusqu'au hedge fund. Je crois que c'est les Échos qui mentionnaient un fonds. C'est ça. Un fonds singapourien. C'est ça, qui était quasiment au bord de la banqueroute. Alors, on ne sait pas trop, c'est FreeAC, Free Arrow Capital, fonds singapourien, qui a été fondé par un ancien trader de la Deutsche Bank, c'est Suzhou, et un ancien opérateur de Crédit Suisse, Kyle Davis, avec visiblement quand même de gros soucis, lui aussi très exposé à l'Ether, et on voit que c'est compliqué en ce moment. Il y a des rumeurs sur des liquidations de position jusqu'à 400 millions de dollars, donc là aussi c'est des gros montants. Il y a aussi toujours cette crispation autour de l'Ether et de sa bascule sur un nouveau système de blockchain et de ce fameux stock Ether qui pourrait, en tout cas, il a commencé à vendre massivement certaines de ses positions. Est-ce que ce fonds va être repris ? La déclaration quand même du cofondateur Suzhou sur Twitter, tout ça se passe beaucoup sur Twitter, là aussi il faut suivre l'actualité des cryptos, c'est vraiment beaucoup sur ce réseau social. Elon Musk en est présent d'ailleurs. Nous sommes en train de communiquer avec les parties prenantes pertinentes et totalement engagées à régler la situation. Autant dire qu'on n'est pas beaucoup plus avancé avec ça, mais on voit bien que ça craque de toutes parts. On voit bien aussi qu'on commence à se poser des questions sur les sociétés dont, c'est bizarre, Tesla, qui ont une certaine partie de leurs actifs en crypto et qui pourraient aussi être à court terme pénalisés. Bon, évidemment, les signaux du côté des cryptos, tout ça était plutôt négatif, évidemment. Oui. Après, on peut être contrariant et se dire, tiens, c'est peut-être le bon moment pour rentrer justement sur les cryptos, non ? Oui, alors, quand on parle des cryptos, pour dire attention au risque, quand personne n'en veut, on passe toujours pour de vieux ringards. En fait, je pense que ça revient toujours à avoir quelques fondamentaux en disant que c'est quelque part, on pourrait le voir comme une crise de jeunesse, quelque chose qui se passe dans tous les systèmes, qui va sans doute
doute, pour filer la métaphore de Warren Buffett, permettre de voir les acteurs qui sont vraiment solides sur le dossier, les acteurs de référence. Il va y avoir une purge. Il y a des témoignages assez poignants sur Twitter de gens qui avaient misé une grande partie de leur économie en crypto, qui se retrouvent véritablement à poil, quelquefois sans plus un euro pour le coup ou un dollar devant eux. Donc on va rappeler des règles de bon sens que oui, à terme, les crypto-monnaies ne vont pas disparaître avec cette crise. Oui, à terme, le Bitcoin peut continuer à baisser et toutes les cryptos avec. Il remontera certainement également à l'avenir. C'est au gré des cycles et de ce qui se passe sur les marchés. Mais c'est hyper volatile. Et que c'est hyper volatile. Ça, et que si vous voulez tenter une diversification dans les cryptos, bien sûr vous pouvez. Bien sûr vous êtes conscient des risques de perte en capital qui sont évidents, on le voit récemment. Et bien sûr cette diversification, c'est une petite partie de votre épargne. Et on ne joue pas l'argent des courses. Oui, évidemment. Et puisque vous parlez de diversification, on se quitte là-dessus. On nous avait vendu les cryptos qui étaient décorrélés des marchés actions. On voit que c'est pas le cas. C'est plutôt carrément non, on le voit bien. Voire même c'est ça. On a pu avoir eu des mouvements d'amplification. Donc ce discours-là, je pense, a vécu, oui. Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Laurent Grassin, merci directeur de la rédaction de Boursorama. Salut.